para mí un enorme privilegio el presentar en esta jornada hacia un derecho internacional del medio ambiente del Pacto Global a la Convención sobre el delito de ecocidio, presentar, como digo, a Mireille Delmas-Marty, eminente profesora, prestigiosísima, a la que todos admiramos tanto y que tanto nos ilumina, tanto nos ayuda a enfocar bien cuestiones especialmente complejas y en las que la visión o el enfoque tradicional, más bien unilateral, pues no nos lleva normalmente a las mejores soluciones. Por tanto, quería comenzar agradeciendo de manera muy especial a Luis Arroyo, a Dan Nieto y a Jacobo Dopico por haberme ofrecido esta oportunidad de estar esta mañana en Madrid con todos ustedes y muy en particular acompañando a la profesora Mireille Delmas-Marty en el momento en el que va a intervenir sobre el derecho de la casa común. Presentar a la profesora Delmas-Marty no es una tarea fácil, o si es fácil sería porque me llevaría toda la hora el hacer el relato de lo que son sus méritos en su intensa y muy rica vida académica. La profesora Delmas-Marty es profesora emérita del Colegio de Francia y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas francesa. Ha sido maestra de múltiples profesores prestigiosísimos, compañeros prestigiosísimos por todo el mundo. Sus obras se han traducido, pues creo que a una decena de lenguas. Es una profesora que ha ocupado cargos importantes en comisiones legislativas o constitucionales, por tanto, desarrollando encomiendas a las que se le solicitaba contribuir a partir de su conocimiento y a partir de su experiencia. Ya desde la Comisión de Reforma del Código Penal que estableció y presidió el ministro Robert Badinter en 1981 ya, pasando pues por muchas otras comisiones de justicia penal, derechos del hombre, comités de reflexión para la creación de una jurisdicción penal internacional, comité de expertos de la Unión Europea en torno al proyecto que todos conocemos, Corpus Juris, de Derecho Penal Europeo, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, aportación muy relevante en torno al desarrollo de la figura del fiscal europeo. Ha sido asesora estrecha de distintos presidentes de la República, en primer lugar François Mitterrand, y por encargo de ellos ha formado parte de grupos de trabajo sobre el futuro de Europa y sobre distintas cuestiones en materia de derecho penal económico, en materia también de seguridad. La labor académica de la profesora Delmas-Marty se desarrolla, como es natural, a través de sus enseñanzas en clase y en conferencias, a través de sus múltiples publicaciones sobre temas, por mencionar solo algunas de las últimas, de libertad y seguridad en un mundo peligroso, terrorismos, humanizar la mundialización, guía de navegación sobre el océano o en el océano de la mundialización, de la gran aceleración a la gran metamorfosis. En realidad, en el trabajo académico de la profesora Delmas-Marty, el interés por estudiar cuestiones que interesan a más de una rama del derecho ha sido una constante. Explica ella que en ese ámbito observa ella una necesidad muy importante de observar cómo interaccionan esas distintas perspectivas jurídicas, cómo se produce ese proceso
dinámico, un proceso dinámico en el que la profesora Delmas Martí insiste en que suele ser necesario la imaginación, el desarrollo de la imaginación, algo que no siempre caracteriza a un jurista que está estrechamente sometido a lo que dice la letra de la ley. En esos ámbitos, su acento ha sido puesto en construir o en trabajar en la línea de internacionalización y de constitucionalización, podríamos decir, intentando dar respuestas a las cuestiones fundamentales que se suscitan en razón de la diversidad de perspectivas, en razón de la complejidad de los enfoques, que incluso llegan a suscitar, como ya dice, en ocasiones mucha perplejidad. En todo caso, por este trabajo científico y por el resto de sus actividades que muy brevemente he mencionado, la profesora Delmas Martí ha sido ampliamente reconocida. Tiene una decena de doctorados honoris causa de muchas universidades. Es miembro de la Real Academia de Bélgica, de la Academia Universal de las Culturas, comandante de la Orden Nacional del Mérito, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, como ya he dicho, comandante de la Legión de Honor, gran oficial de la Orden del Mérito y como presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Para mí me resulta especialmente emotivo el poder decir que la profesora Delmas Martí es la primera persona que recibió el premio Hans Heinrich Jeschek a una vida, dedicada al derecho penal, un premio pues, que tuve el honor de crear junto con el Max Planck durante mi primer mandato como presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Pero bueno, aquí lo que quieren es escucharle a la profesora Delmas Martí y no precisamente escucharme a mí. En nombre de los organizadores agradecemos muchísimo a la profesora Delmas Martí que esté esta mañana con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias. Merci, cher ami, pour cette présentation beaucoup trop bienveillante et beaucoup trop élogieuse. En fait, j'ai aussi travaillé dans des impasses parfois, et donc tout n'est pas aussi merveilleux, mais en tout cas, c'est toujours agréable de l'entendre. Alors, je dirais d'emblée que face à la situation actuelle, nous avons un peu l'impression que nous sommes en état d'urgence, que la planète Terre est maintenant en état d'urgence. Et j'aime beaucoup l'affiche qui a été choisie pour cette rencontre. Simplement, je me demande ce que la métaphore du navire désigne. Est-ce que c'est l'humanité ? C'est l'humanité sur l'océan de la mondialisation, l'humanité en train de couler, le navire serait en train de couler, ou bien alors est-ce que c'est la planète Terre qui est menacée ? On peut penser que c'est l'humanité sur l'océan de la mondialisation. Et cet état d'urgence, je dirais qu'il est visible. La dégradation de la planète et de l'environnement sur la planète, de la nature plus exactement, elle est visible. Ce sont les boues rouges, les marées noires, les algues vertes. Ça peut commencer comme une chanson, mais ça continue ensuite avec toutes les transformations, les pollutions, la biopiraterie, les trafics de déchets. Il est désormais prouvé, et je crois que les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, sont de plus en plus précis et sont de plus en plus pressants. Les rapports du GIEC, le dernier notamment, nous démontrent que les transformations de l'écosystème par les êtres humains menacent la survie de l'humanité et la sûreté de l'ensemble de la planète et concernent tout le monde vivant, c'est-à-dire pas seulement les humains présents, mais aussi les humains futurs, les générations futures, pas seulement les humains, mais aussi les non-humains. Et je pense que de ce point de vue-là, la crise climatique, comme on appelle maintenant, certains auteurs ont pris soin de dire, on ne parle plus simplement de changement climatique,
on parle de crise climatique. La crise climatique, l'épuisement des ressources naturelles en sont des éléments particulièrement importants. Alors, je voudrais dire d'emblée qu'il n'est pas étonnant qu'on ne trouve pas la réponse immédiatement, parce que le défi qui est lancé par cet état d'urgence, il y a urgence, mais en même temps, le défi qui est lancé est immense, parce que pendant des siècles, voire des millénaires, pratiquement depuis le début de l'hominisation, les hommes ont appris à survivre en domestiquant la nature, en maîtrisant l'eau d'irrigation nécessaire au développement de l'agriculture, en pratiquant quotidiennement, je dirais, des dégradations, des destructions, des pollutions. Au fond, tout ça a accompagné, depuis les temps les plus anciens, l'histoire de l'hominisation. Elle s'est faite au détriment de la nature. Seulement, pendant longtemps, l'homme n'était pas assez puissant pour que ces destructions remettent profondément en cause l'équilibre de l'écosystème. C'est seulement depuis quelques décennies que l'échelle des dégradations a changé, et c'est seulement depuis peu d'années, finalement, qu'on nous parle de l'effondrement possible. Certains l'annoncent même comme probable, voire inéluctable, l'effondrement de la planète. Ça, c'est récent. Alors, le problème, c'est que pendant des siècles, les hommes ont pensé autrement. Et là, on leur demande, en pratiquement à peine quelques dizaines d'années, de changer radicalement, complètement leur conception de l'homme et de sa relation à ce qu'on continue à appeler l'environnement. Mais il vaudrait mieux sans doute employer un autre terme, parce que l'environnement remet l'homme au centre, alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il n'est qu'une composante de la nature. Parmi d'autres composantes, il n'est pas au centre de la Terre. Vous savez, c'est un peu comme quand on a découvert que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Maintenant, on est en train de découvrir que l'homme n'est pas au centre de la Terre. Et au fond, c'est difficile de faire cette sorte de révolution en finalement très peu de temps. Alors, il va falloir, pour arriver à ce que l'organisation sociale, à commencer par l'organisation juridique, prenne en compte ces transformations, il va falloir ce qu'un poète antillais que j'aime beaucoup, qui a beaucoup réfléchi en même temps sur la mondialisation, c'est Édouard Glissant, appelle une énorme insurrection de l'imaginaire. Il va falloir modifier nos imaginaires pour arriver à intégrer ces questions nouvelles et urgentes et pressantes. Alors, en fait, l'imaginaire, c'est quoi? C'est d'abord l'imaginaire anthropologique, c'est où plaçons-nous l'homme par rapport aux autres vivants. Alors, il y a traditionnellement l'humanité, donc l'humanisme relationnel, l'homme dans son lieu d'origine, dans sa communauté d'origine. Et puis, progressivement, on voit apparaître avec la Renaissance et les Lumières, notamment à l'Ouest, l'idée d'un homme émancipé, d'une humanité émancipée, qui est séparée de la nature, mais qui est séparée de la nature pour mieux la maîtriser, pour mieux la conquérir. Et c'est là qu'on voit apparaître des formules, encore récemment, dans les années 60 du XXe siècle, des formules comme patrimoine commun de l'humanité ou comme bien commun de l'humanité. Mais actuellement, on est entré, me semble-t-il, on devrait entrer dans un autre imaginaire que j'appellerais l'humanité interdépendante. L'humanité n'est pas séparée, l'homme fait partie de la nature, les générations futures font partie de l'humain et les vivants non humains font partie de la nature. Donc cet imaginaire anthropologique, il faut arriver à le transformer. Il faut en même temps transformer l'imaginaire politique, parce qu'il est urgent, me semble-t-il, que les États reconnaissent, il y a un mot-clé qui me paraît essentiel, qui couvre un peu tout le droit de l'environnement, c'est que les États reconnaissent leur interdépendance. Ils ne sont plus capables à eux seuls de traiter les grands défis, notamment les défis globaux environnementaux. Un État seul, même la Chine, même les États-Unis, des superpuissances, ne peut pas régler le problème du climat. La crise climatique ne peut être réglée
à supposer qu'on y arrive un jour, qu'à l'échelle globale. Alors qu'on a été habitué à tenir compte d'un droit identifié à l'État, on s'aperçoit qu'aucun État n'est en situation de répondre aux défis globaux qui se posent à l'heure actuelle. Alors, en fait, il y a deux types d'interdépendances. Il y a les interdépendances entre les humains et les collectifs humains. Et là, je dirais que c'est relativement facile, entre guillemets, de prévoir des normes juridiques parce qu'il y a symétrie et réciprocité entre les êtres humains, il y a symétrie et réciprocité entre les États. Mais en revanche, il y a une autre interdépendance qui est plus difficile à structurer juridiquement, c'est l'interdépendance entre humains et non humains, entre génération présente et génération future, parce que là, c'est une relation asymétrique et sans réciprocité. Et là, il y a tout le problème de savoir comment faire entrer ces vivants non humains dans le champ juridique. Est-ce qu'il faut reconnaître des droits à la nature? Vous savez qu'il y a un certain nombre de juridictions maintenant qui ont reconnu, c'est un peu le modèle animiste en fait, les droits de la rivière, les droits de la montagne. Je me demande s'il ne serait pas plus simple de considérer qu'il n'y a pas de droit parce qu'il n'y a pas de réciprocité. On ne va pas poursuivre la rivière qui a inondé un village. Donc reconnaître des droits de la rivière sans devoir, sans corréler avec des devoirs, ça me paraît un peu excessif et surtout inadapté. En revanche, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est de reconnaître que les êtres humains que la Déclaration universelle qualifie de doués de raison et de conscience ont des devoirs. Ce sont les seuls habitants de la Terre qui sont doués de conscience et de raison. Donc ce sont les seuls qui ont des devoirs. Les êtres humains ont des devoirs, et ils ont des devoirs entre eux, vis-à-vis les uns des autres, mais ils ont des devoirs aussi vis-à-vis de l'écosystème. Et s'ils ont des devoirs et qu'ils ne les assument pas, ils doivent être considérés comme responsables. Au fond, c'est là que le droit doit entrer en ligne de compte, parce que ce n'est pas seulement l'imaginaire politique qui nous amène à réfléchir à une gouvernance qui ne serait plus une gouvernance étatique, mais qui serait une gouvernance non pas seulement interétatique, mais une gouvernance globale. On a besoin d'aller vers une gouvernance globale qui serait au fond... on s'éloigne un peu de la vision des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, parce qu'à l'échelle globale, ce n'est pas organisé comme ça. Le pouvoir exécutif sont les États, le pouvoir législatif, ce sont les États, le pouvoir judiciaire commence à émerger de façon plus autonome, mais en fait, ce qu'on voit dans les COP, toutes les COP qui se sont succédées, y compris celle-ci à Madrid, la COP 25, on voit un système multi-acteurs qui se met en place. Officiellement, le droit international ne reconnaît que les États comme sujet de droit international, mais en pratique, ce qui joue un rôle clé dans les réunions des États parties, dans les conférences actuelles, c'est l'articulation, je dirais, des savoirs. Le rôle des scientifiques est devenu absolument déterminant. Donc les savoirs, les acteurs scientifiques, les vouloirs, la volonté des citoyens manifestée à travers le rôle des acteurs civiques. Les acteurs civiques sont les organisations non gouvernementales, sont les mouvements religieux, le pape par exemple. Ce sont tous ceux qui se considèrent déjà un peu comme citoyens du monde. Et puis les pouvoirs, dont il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas seulement politiques, mais qui sont aussi économiques, les pouvoirs des entreprises transnationales. Donc il y a une sorte de recomposition qui se fait autour de cette façon de... Comment est-ce qu'on pourrait dire, d'allier? Ce n'est pas une séparation, c'est plutôt une alliance entre savoir, vouloir et pouvoir, si on veut faire face à cet état d'urgence dont j'ai parlé. Donc on s'éloigne peut-être un peu de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs pour aller vers une agrégation des pouvoirs. Cela dit, la clé, c'est quand même d'arriver à responsabiliser les acteurs les plus puissants. Pouvoir politique, pouvoir économique,
dont je parlais il y a un instant. Et ça passe par ce que j'appellerais l'imaginaire juridique. L'imaginaire qui nous vient des systèmes de droit, c'est celui dont je voudrais vous parler plus précisément. Alors, comment fait-on pour adapter la vision juridique à la situation qui a tellement changé, qui s'est inversée pratiquement dans la relation nature-humanité? Il y a deux manières de faire. On peut faire ce que j'appelle du bricolage. Bricolage au sens très précis du terme, ça avait été utilisé, le mot avait été utilisé à propos de l'évolution du vivant par François Jacob, et il avait dit le bricolage, c'est quand on fait du neuf avec de l'ancien. Et c'est ce que font déjà les juristes en général de l'environnement, mais en particulier les juges. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'ancien, c'est-à-dire le droit national et international, interétatique, et ils essayent de l'adapter. Alors, comment on fait? Le droit national, on l'internationalise, c'est-à-dire que le juge fait entrer dedans la norme internationale, et quand il évalue la responsabilité d'un État, par exemple, il tient compte du fait que la norme internationale a été ratifiée et pas appliquée. Donc ça, c'est une manière de bricoler. Mais il y a une autre manière de faire, c'est de faire appel plus directement au droit pénal et à sa vision, à sa valeur plutôt expressive. Le droit pénal, ce n'est pas seulement la répression, ce n'est pas seulement l'idée de répression, de punition, de sanction, c'est peut-être autant, voire parfois davantage, peut-être dans notre domaine davantage, la valeur expressive, c'est-à-dire la valeur symbolique. Et c'est là que l'apparition d'un crime d'écocide me paraît extrêmement intéressante et importante. Alors, il y a les écocrimes et il y a l'écocide. Mais je vais plutôt me centrer sur l'écocide du point de vue symbolique, en tout cas. Les écocrimes, ils sont nécessaires du point de vue pratique et empirique. L'écocide, il a peut-être une force symbolique, parce que c'est un mot étrange quand on y réfléchit, parce qu'il a une étymologie à la fois grecque, éco, c'est oikos, la maison, la demeure, et cide, ça nous vient du latin, caedere, qui veut dire tuer. Donc on a déjà une sorte d'hybridation du grec et du latin pour fabriquer un mot qui veut dire littéralement détruire l'habitat commun, détruire la maison commune. Alors, pour incriminer à l'échelle mondiale ce crime d'écocide, il me semble qu'il faut passer par plusieurs processus. D'abord, une universalisation de la répression, ensuite une internationalisation une universalisation de la réprobation, une internationalisation de la répression et finalement une anticipation de la responsabilité. Ce sont les trois pistes que je vais vous suggérer sans les développer en détail parce qu'on n'aura pas le temps. Simplement une suggestion. Alors la réprobation, elle est au fond à l'origine du droit pénal. Le droit pénal exprime des valeurs parce qu'il y a une réprobation sociale face à la violation de ces valeurs, à la transgression de ces valeurs. Par analogie avec le génocide, créé, vous le savez, à l'occasion du tribunal de Nuremberg, et séparé du crime contre l'humanité quelques années plus tard. Donc, par analogie avec le génocide, l'écocide désignerait, alors là je me réfère au projet qui avait été coordonné par Laurent Néret, les crimes les plus graves contre l'environnement qui, en temps de paix comme en temps de conflit armé, portent atteinte à la sûreté de la planète. C'est un début de définition, parce que ce qui est intéressant dans la proposition Néret, c'est qu'on énumère ensuite les actes qui sont concernés, et on ajoute encore une condition, il faut que ces actes aient été commis intentionnellement dans le cadre d'une action généralisée ou systématique. Ceux qui connaissent bien le droit pénal international reconnaissent des mots qui se trouvent dans la définition du crime contre l'humanité. Action généralisée ou systématique. Action intentionnelle, généralisée. Alors après, les actes eux-mêmes, ils sont
en gros divisés en deux catégories. Ce sont les actes contre l'écosystème, contre l'équilibre de l'écosystème, dégradation étendue, durable et grave de l'air ou de l'atmosphère, etc. Et puis ce sont des actes contre les personnes, contre les humains, mort, infirmité permanente, maladie incurable grave à une population, ou dépossession durable d'une population de ses terres, territoires ou ressources. Donc on a une proposition qui est extrêmement précise. Le principe de la légalité en droit pénal, comme vous le savez, exige cela. Il en résulte que la réprobation en voie d'universalisation, je dirais, est élargie, mais en même temps, elle est graduée. On ne met pas tout dans la même catégorie. Et ça me paraît très important. Alors, la réprobation est élargie, c'est-à-dire que le droit pénal, traditionnellement, protège l'être humain et interdit donc l'homicide. Mais ensuite, on a élargi de l'être humain à l'humanité tout entière, y compris les générations futures. Et finalement, on a encore élargi d'un cran quand on ajoute la protection, la réprobation, quand on porte atteinte aux valeurs non humaines. Pas seulement humaines, mais aux vivants non humains. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette vision telle qu'elle est présentée dans le projet en question, il y a une graduation. Donc, toute atteinte à l'environnement n'est évidemment pas qualifiée d'écocide. L'écocide, c'est le cas exceptionnel, équivalent du génocide ou du crime contre l'humanité. Donc, il y a une gradation, mais comment fait-on pour graduer? Alors, ce qui est intéressant, vous avez parlé tout à l'heure de la commission de révision du Code pénal, dans laquelle nous avions essayé d'établir des critères de pénalisation, dépénalisation, justement pour graduer la réponse pénale. Et nous avions dégagé 3 critères de gravité. La notion d'intérêt protégé, et là nous voyons que nous sommes au maximum, mais aussi la notion de faute et la notion de dommage. Alors, en ce qui concerne la faute, le crime d'écocide à proprement dit serait un crime intentionnel. Et ce que je trouve intéressant dans les travaux qu'on met à jour à l'heure actuelle dans le cadre de la COP25 ou un peu avant dans le cadre de la COP21, c'est qu'on voit que l'intention peut être établie par les faits. Tout récemment, on a eu aux États-Unis des auditions de scientifiques qui travaillaient, qui ont été auditionnés à propos de faits qui remontent à Exxon, la société Exxon dans laquelle ils étaient experts, et la société Exxon dans les années 80-82. Alors l'audition qui a été faite en octobre dernier à la Chambre des représentants des États-Unis par Madame Alexandria Ocasio-Cortez démontre qu'en 1982, les dirigeants d'Exxon, informés par ces scientifiques, savaient déjà les conséquences des pratiques. Ils le savaient et ils n'ont rien changé. Au contraire, ils ont essayé de cacher les risques pour l'environnement, le risque de réchauffement. Tout ce qui avait été évalué par ces scientifiques en 82 s'est révélé exact quelques années plus tard. Donc on a dans ce genre de documents les moyens d'établir l'intention. Ce qui fait qu'il est particulièrement pertinent de dire on va graduer la réprobation, le degré de gravité de la sanction, donc, en fonction de l'intention. Et puis, il y a un troisième élément concernant la gradation de la réprobation, c'est la caractéristique du dommage. Le dommage, ça peut être des caractéristiques qualitatives, par exemple, l'inégalité du dommage, qui est démontrée à l'heure actuelle aussi par de nombreux documents qui montrent que les populations, souvent les plus pauvres, éprouveront un dommage plus important, l'inégalité du dommage. Et puis il y a l'inégalité quantitative avec le coût des effets de la pollution et le fait que la pollution est très inégalement établie quand on compare les tonnes de gaz carbonique qui sont émises au niveau d'un habitant des États-Unis comparé à un habitant du Congo. Il y a des différences absolument majeures.
Donc il y a tout un travail de gradation qui est à faire pour réussir l'universalisation de la réprobation, c'est-à-dire des valeurs protégées. Ensuite, on a une autre question qui porte sur l'internationalisation de la répression pénale. Alors, je dirais pour résumer la situation que cette internationalisation, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait au niveau national, c'est le rôle des juges nationaux, qui pourraient parfaitement avoir un rôle important dans l'application du crime d'écocide. Simplement, les juges nationaux, il faut qu'ils puissent appliquer les règles de compétence traditionnelles du droit pénal. Alors, la règle de base, c'est la territorialité. Or, si l'écocide ne peut être poursuivi que dans le pays où le dommage est constaté, ça risque de réduire beaucoup l'efficacité. On l'a vu dans une affaire Chevron il y a quelques années en Équateur, le dommage était considérable et pour la première fois, un pays en développement a pu mener à bien un procès contre une multinationale qui était à l'origine du dommage. Mais la sanction, qui était une amende très importante, c'était une première, cette affaire Chevron, la sanction n'a pas été appliquée parce qu'elle a été contestée par le pays d'origine de la multinationale, qui était les États-Unis. Et finalement, les avocats américains ont retourné la situation en disant on va lancer une action contre le président du tribunal parce qu'il y a eu des faits de corruption, ce qui n'est pas impossible au demeurant. Et du coup, il y a un mandat interdisant aux juridictions du monde entier d'appliquer la sanction du tribunal de l'Équateur. Donc on voit bien la difficulté d'appliquer la compétence territoriale pour certains pays. Dans d'autres pays, ça peut marcher. L'affaire Erika en France a marché, mais c'était des conditions différentes. Alors ce qu'il faut peut-être développer, c'est la compétence personnelle. La compétence personnelle active, notamment la nationalité de l'auteur, mais ça suppose un bon vouloir des juridictions locales, nationales. Alors, il y a la compétence universelle. La compétence universelle, jusqu'à présent, elle a été peu employée en matière d'environnement. À un moment, on avait espéré que la théorie américaine tirée de très vieux texte de 1789, l'Alien Tort Statute, aurait permis de poursuivre des entreprises pour des crimes de ce genre. Il y a eu une ou deux décisions de la Cour suprême en ce sens, et puis coup d'arrêt en 2013 avec l'affaire, le nom m'échappe maintenant, coup d'arrêt en tout cas en 2013, parce que l'affaire Kiobel, voilà, j'étais préoccupée de ne pas pouvoir vous donner le nom, l'affaire Kiobel en 2013, la Cour suprême est revenue en arrière sur la compétence universelle dans ce domaine. C'est d'ailleurs pittoresque parce que simultanément, le droit américain continuait son expansion, compétence extraterritoriale, mais la Cour suprême, en matière d'environnement, s'est montrée un peu frileuse, je dirais. Alors, la question, c'est de savoir s'il ne faut pas en même temps avoir une compétence au niveau mondial, au niveau global. Et là, il y a plusieurs possibilités qui sont discutées à l'heure actuelle. Soit on crée une nouvelle Cour pénale internationale pour l'environnement, ce qui est une des possibilités, mais ça demande beaucoup de moyens, soit tout simplement, enfin simplement en apparence, on étend la compétence de la Cour pénale internationale existante. Il y a déjà une partie des dispositifs qui peut s'appliquer à l'environnement. On étend la compétence aux affaires d'environnement. Et allant dans ce sens, la procureure de la Cour pénale internationale, quand elle établit sa politique pénale pour les années à venir, a dit que dans les priorités, dans les affaires qu'elle jugerait en priorité, il y aurait celles qui ont des conséquences pour l'environnement. Alors ça ne veut pas dire qu'on a créé un crime d'environnement passible directement de la Cour pénale, mais ça veut dire que quand la Cour apprécie l'opportunité des poursuites, elle tient compte de cet élément comme un élément prioritaire.
Alors, cette internationalisation à plusieurs niveaux, on peut dire qu'elle est aussi une internationalisation à plusieurs vitesses. Et ça remonte notamment à la Convention même sur le changement climatique, qui, au départ, avait prévu une annexe en distinguant les deux catégories d'États, ceux qui devaient tout de suite appliquer les nouvelles règles et ceux qui avaient un temps d'accoutumance. Et on a gardé dans l'accord de Paris de 2015 cette idée que tous les pays ne peuvent pas appliquer les mêmes principes à la même vitesse parce que le contexte est différent. Il y a une sorte de contextualisation du droit international. On tient compte de facteurs économiques, de l'histoire, des facteurs anthropologiques, des facteurs culturels. Donc on a une internationalisation à la fois à plusieurs réseaux, à plusieurs niveaux et à plusieurs vitesses. Mais au-delà de la répression, jusqu'à présent je parle en termes de répression chaque fois, il faut ouvrir la voie à la prévention. La prévention, autrement dit, il faut étendre la responsabilité à l'anticipation. Le mot anticipation fait donc son entrée dans le champ juridique. Ce n'est pas un mot qu'on est habitué à utiliser beaucoup. L'anticipation de la responsabilité pénale. En fait, on voit apparaître la notion d'anticipation, c'est-à-dire de prise en charge du futur dans la manière d'analyser juridiquement et éventuellement d'attribuer la responsabilité pénale. Ce mot d'anticipation est récent, mais on le trouve dans des expressions comme développement durable. Durable, c'est l'anticipation. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Laurent Fabius, ça remonte au rapport Brundtland de 1987. Il y a l'expression génération future qu'on trouve à Rio en 1992. Et c'est l'idée, au fond, que devant le caractère grave et irréversible de certains dommages, il vaut mieux intervenir avant que le dommage soit là. On risque sinon d'intervenir beaucoup trop tard. Donc l'idée d'anticipation, c'est au fond de faire entrer le futur dans le champ juridique. Vous connaissez la progression, on part de la punition, on va ensuite vers la prévention pour les risques avérés, la prévention au sens traditionnel, tous les pénalistes ont l'habitude de raisonner en termes de prévention, mais ensuite on va plus loin et on introduit la précaution en cas de risque incertain, de risque. En cas de risque, si le risque en question risque d'être irréversible et particulièrement grave, alors on remonte d'un cran et c'est la notion de prévention. C'est une manière, au fond, d'intégrer au temps court des politiques un peu du temps long des phénomènes environnementaux. J'aimais bien la formule qu'on avait employée à propos d'une des premières COP, c'était « les cycles du carbone ne respectent pas les cycles politiques ». C'est le problème, du coup, de l'écart entre les deux qui menace l'application. Alors, cela dit, cette anticipation, elle-même, elle doit être modulée parce qu'on ne peut pas, elle doit être nuancée. C'est l'idée qu'il faut reconnaître la finitude humaine. Nous ne sommes pas capables de prévoir à l'avance toutes les conséquences de nos actes. Donc, la précaution, anticipation, elle-même, elle doit être modulée par ce qu'on a appelé des critères de tolérance. Le risque zéro n'existe pas. Et ça, je crois qu'il est important de le rappeler, parce que sinon, on risque d'entrer dans des systèmes quasiment totalitaires, interdisant tout. Donc, il faut arriver à intégrer la notion de risque zéro n'existant pas, la notion de critères de tolérance. Et ces critères de tolérance, ils doivent tenir compte précisément du présent, la situation économique d'un pays. On ne peut pas ne pas en tenir compte quand on impose l'anticipation. On ne peut pas imposer de la même manière l'anticipation à un pays qui n'a jamais connu le développement qu'à un pays qui a, depuis au moins le 19e siècle, commencé à polluer la Terre. Donc, on introduit le présent et on introduit même le passé, ce qu'on a appelé quelquefois dans les rencontres des spécialistes d'environnement la dette écologique, une sorte de dette écologique qui correspond au passé. Alors, si on introduit
ces nuances, ces modulations. Vous voyez à quoi on arrive? On arrive à 3 processus qui sont une réprobation universalisée mais graduée. Donc on est à la fois on va à la fois vers un droit global mais un droit gradué. Ensuite, on a la répression qui est internationalisée mais différenciée, diversifiée, je dirais, avec les 3 niveaux et les vitesses. Et puis on a la responsabilité qui est anticipée mais modulée en fonction de ces critères de tolérance au présent et au passé. Ça donne une idée de la complexité. Vous avez parlé au début de la complexité, je crois qu'on ne peut pas ne pas y revenir. Ça donne une idée de la complexité de ce droit en gestation, ce droit en émergence, qui serait le couple, au fond, éco-crime et écocide. Alors, pour traiter la complexité, je me dis que peut-être pourrait-on utiliser en partie l'expérience du laboratoire européen. Parce que l'Europe est sans doute une des régions où on a le plus tôt exploré les difficultés de penser un droit à plusieurs échelles. De penser un droit, vous rappelez-vous le projet de traité constitutionnel européen qui a été rejeté en 2005. À l'époque, les juristes avaient beaucoup contesté l'expression traité constitutionnel en disant c'est un monstre juridique parce que si on est un traité, on est interétatique, si on est une constitution, on est supraétatique, on ne peut pas être les deux. Et je crois qu'au contraire, c'est ce qui était intéressant dans le projet, c'était de créer un monstre juridique parce que la situation appelle quelquefois des monstres juridiques. Et là, la situation, ce n'est pas de faire une Europe fédération, ce serait de faire une Europe à la fois interétatique et supraétatique. Et de ce point de vue-là, ça pourrait éclairer la voie pour un droit global à la fois inter- et supraétatique. Et je dirais, les échecs dans un laboratoire, vous savez, on fait des essais. Il faut beaucoup d'essais manqués pour un essai réussi. Donc les échecs même du droit européen ne sont pas forcément une disqualification pour éclairer la voie. Peut-être que, justement, si l'Europe reste une sorte de monstre juridique, elle apporte quelque chose de nouveau pour penser un autre monstre juridique que serait un droit mondial de l'environnement. Alors, pour terminer, je dirais que tout à l'heure, Laurent Fabius a évoqué la pensée de Hans Jonas, le philosophe allemand, avec son principe de responsabilité. Et je voudrais dire en conclusion que je souhaiterais qu'on réussisse à réconcilier Hans Jonas et son principe de responsabilité fondé sur la peur, fondé sur une heuristique de la peur. J'aimerais qu'on le réconcilie avec le principe espérance, qui était le titre du livre d'Ernest Bloch. Et c'est en réaction au principe espérance que Jonas a écrit son texte. Donc il y a l'heuristique de la peur, il y a le principe responsabilité, mais il y a aussi, à mon avis, une heuristique de la joie et un principe d'espérance. Malgré tous les signes d'alerte qui se multiplient, je crois qu'il faut rester dans l'optique de la joie, fille aînée de l'espérance, disait Ernest Bloch. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Plus le tableau est noir, plus on a besoin de rester en mouvement. Merci. Pues muchísimas gracias a la profesora Miguel del Mas Martí por esta excelente conferencia sobre el derecho de la casa común. Dicen los maestros de la sabiduría china que maestro no es aquel que transmite conocimiento, sino que es aquel que es capaz de suscitar preguntas que llevan a despertar al discípulo y por tanto le generan mayor interés de conocimiento, sí, pero de desarrollo de su propio conocimiento a partir de los puntos evocados. Con este programa que parte de la necesidad de mirar al mundo no de una manera antropocéntrica, como demasiadas veces lo hacemos los seres humanos, sino
consciente de la simetría y de la reciprocidad que se dan en las relaciones entre los seres humanos, pero también entre los seres humanos y la propia naturaleza y los seres humanos de esta generación y de las generaciones futuras. Y con este programa de universalización de la reprobación, de internacionalización de la represión y de anticipación de la respuesta penal a través de la vía preventiva, creo que nos ha marcado un mapa de preguntas, con respuestas también, pero con avances de respuestas, para que todos aquellos que estamos interesados por trabajar en torno al derecho penal del ambiente y muy en particular en torno al modo en que internacionalmente debe abordarse el derecho penal del ambiente, tengamos unas pautas y unas líneas, unas balizas que nos ayuden a realizar el camino.